Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Muriel Robin, présidente de l'association Cover Dressing et créatrice de l'initiative Bien à porter. Fin novembre s'achevait la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et la France compte 12 millions de personnes en situation de handicap. Alors en voyant passer cette information, je me suis demandé quelle était la situation dans l'industrie textile. Est-ce que la mode parle de handicap ? S'adresse-t-elle suffisamment aux personnes concernées ? Et fabrique-t-elle vraiment des vêtements adaptés pour tous les corps ? Certaines marques font appel à des salariés en situation de handicap, c'est vrai, mais souvent, elles ne sont pas visibles. Et il est peut-être là l'enjeu. Avec Muriel, nous avons parlé de cancer du sein, de son travail avec Cover Dressing et de femme humoriste. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Muriel. Bonjour Chloé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Muriel, tu es la directrice de l'association Cover Dressing et du projet associé Bien à porter, qui est un label, mais qui est plus un label. Peut-être que tu vas nous expliquer un petit peu déjà quels sont les objectifs de cette association et de ce projet Bien à porter. Oui, alors déjà l'association s'appelle effectivement Cover Dressing. Cover signifie collectif autour du vêtement ergonomique. Et à l'intérieur de cette association, effectivement, on a développé le projet qui s'intitule Bien à porter, dont l'objectif est de faire du lobbying et du conseil auprès des marques de prêt-à-porter afin qu'elles prennent en compte la clientèle ou les personnes tout simplement en situation de handicap ou de maladie. On travaille sur les problématiques de santé ou de handicap en général. Ok, donc c'est passionnant. Et donc, au départ, Bien à porter, ça devait être un label. Oui. Et finalement, ça n'est pas possible. Donc, vous l'avez transformé un petit peu. Peut-être que tu peux revenir sur ce changement d'appellation. Oui, tout à fait. En fait, ça fait un petit peu partie des méandres de la création d'un projet innovant. C'est qu'on tâtonne, on essaie des choses. Alors, effectivement, l'objectif pour nous, c'est d'amener les marques à savoir créer des vêtements qui soient plus ergonomiques, plus confortable pour tous, et le comble c'est qu'ils en font déjà mais ils ne le savent pas. Ils font déjà des vêtements qui correspondent bien à certaines problématiques de santé mais ne les mettent pas en avant vers ce public-là. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle le bien à porter, et notre objectif c'était effectivement à l'origine de développer un label qui allait nous permettre d'étiqueter en boutique tous les vêtements correspondant à certains cahiers des charges. Et on s'est rendu compte, en rencontrant plusieurs marques, qu'elles étaient très intéressées par nos connaissances, par l'expertise sur laquelle on appuyait ce label. Par contre, le label, elles n'en voulaient pas. Je crois qu'elles n'ont pas du tout envie de dépendre d'un organisme qui va donner son avis sur leurs vêtements. Voilà. Par contre, elles sont intéressées, mais toujours avec quand même une distance, et on essaie d'abolir cette distance-là par notre démarche et notre connaissance de public qui leur échappe pour le moment. Ouais, bien sûr. De toute façon, on va détailler tout ça. Mais d'abord, comment tu as eu l'idée ? Comment cette histoire est née ? Alors là, c'est l'histoire. Ça remonte. Oui, complètement. En fait, ça vient d'une amie. Une de mes amies s'est retrouvée en fauteuil suite à un accident opératoire. Et voilà, suite à ça, s'est rendu compte qu'elle ne rentrait plus dans ses vêtements d'avant. Moi, j'ai pris conscience de toutes ces difficultés à ce moment-là. Ces vêtements étaient devenus trop difficiles à enfiler, inconfortables, avec des coutures sur des zones de frottement. Enfin, c'était juste pas possible. Elle a donc demandé à son ergothérapeute, et même plusieurs d'ailleurs, et les kinés,
comment elle pouvait faire pour s'habiller maintenant, puisqu'elle n'était pas la première personne à qui ce type d'incident arrivait. Et là, les professionnels de santé étaient assez démunis. Ils l'ont renvoyée vers de la mode adaptée vendue sur Internet, puisque c'est vendu uniquement sur Internet pour le moment. Et là, quand elle est allée voir les sites, en plus c'était il y a 7-8 ans, maintenant ça a un petit peu évolué, même si c'est pas encore ça. Il y a quelques marques qui font des choses intéressantes quand même, mais là d'abord elle a vu que le choix était très limité, que franchement c'était pas joli, que c'était cher, que c'était pas du tout stylé. C'est un peu la double peine, quoi. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. On se retrouve en fauteuil et en plus de ça, on peut pas s'habiller comme on avait l'habitude de s'habiller. Exactement, tout à fait. Donc là, trop dur pour elle. Donc elle m'a dit qu'elle ne voulait pas porter ces vêtements-là. Donc on a décidé ensemble, avec plusieurs copines, de retourner dans le magasin d'avant, faire du shopping, chercher si on allait trouver des choses qui lui convenaient. Et c'est là que l'étincelle est arrivée, puisque effectivement on a vu qu'il y avait des vêtements qui pouvaient lui convenir, mais que les vendeuses étaient bien en peine pour nous les montrer, parce que d'abord, quand elles l'ont vu arriver en fauteuil, souvent elles ont tendance à fuir un peu parce qu'elles savent qu'elles vont pas trop savoir lui répondre. Et en plus, ces vêtements sont noyés au milieu des autres dans les rayons, donc on passe beaucoup de temps à les chercher. Donc quand on est à mobilité réduite et qu'en plus on doit fouiller dans les rayons à la recherche du vêtement qui soit facile à enfiler, qui soit confortable et qui en plus corresponde à nos goûts, c'est quand même un sport de combat, quoi. Bien sûr, surtout que le vêtement c'est tellement important en fait, c'est un peu notre armure entre nous et le monde, donc ça a quand même toute son importance et pas que. C'est effectivement une carte de visite. Il faut pouvoir prendre, je sais pas, le look de l'emploi pour aller chercher un travail. Il faut et quand on s'habille par défaut en Décathlon ou autre marque de sport, ça c'est sûr. Mais c'est encore plus important quand on est malade ou en situation de handicap, parce que quand on a eu un changement avec notre corps, il faut pouvoir se le réapproprier et donc pouvoir redessiner l'image de son corps, pouvoir simplement enfiler des choses que l'on trouve jolies, se regarder dans la glace. Ça, il y a une portée thérapeutique aussi à l'habillement. Pour à nouveau aimer son corps aussi, qui a été abîmé en quelque sorte. Et se réconcilier avec son image après un vécu parfois difficile. Bien sûr. Et alors, on a évoqué rapidement quelques difficultés pour les personnes en situation de handicap ou malades pour s'habiller, mais concrètement, si on devait peut-être faire une liste de ces difficultés, qu'est-ce que ça serait? Enfin, quels sont un peu ce qui est remonté auprès de votre association et ce que tu connais? Alors, une liste, ça va être un peu long et on l'a pas encore terminé. Mais en fait, c'est très intéressant ta question, parce que je parlais tout à l'heure des méandres qui sont liés au développement d'un projet innovant. Effectivement, au départ, on était parti sur 4 profils et vraiment centrés sur le handicap. On était parti sur les profils des personnes qui s'habillent assises, celles qui s'habillent avec un aidant, celles qui s'habillent d'une seule main, comme les personnes hémiplégiques, et les seniors moins valides. Et on s'est rendu compte, en fait, après avoir travaillé pas mal de temps dessus, que c'était un peu arbitraire et que dedans on pouvait y trouver beaucoup de choses qui faisaient que déterminer quel est le vêtement qui va bien à une de ces 4 catégories là, c'était juste un peu du n'importe quoi en fait. Alors travailler sur cette expertise pour ces 4 profils, ça nous a quand même permis de pousser le bouchon un petit peu loin sur des problématiques de santé précises. Et c'est là que on a revu complètement notre façon de travailler, en travaillant sur des symptômes. En fait, nous, ce qui nous intéresse au fond, c'est de faire le lien entre un symptôme d'une maladie et l'élément vestimentaire qui est compatible ou qui n'est pas compatible avec je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Si, c'est plutôt clair. Je sais, peut-être que tu aurais un exemple d'ailleurs hyper concret. Alors comme ça parlera encore plus. On a travaillé sur des pathologies fines, justement, c'est comme ça qu'on procède maintenant systématiquement à décortiquer tous les symptômes de cette pathologie-là, les pratiques d'habillage des personnes qui sont concernées. Et là, par exemple, on a fait un travail sur le cancer du sein. Ce qu'on a pu voir, c'est que les femmes qui ont subi une mastectomie ou une tumorectomie doivent composer avec beaucoup de choses. Quand elles vont en boutique et qu'elles disent qu'elles ont eu un cancer du sein, si elles le disent, la vendeuse imagine qu'il y a eu une ablation du sein et ça s'arrête là. En fait, les femmes doivent tenir compte, par exemple, de la cicatrice qui bien souvent déborde sur le décolleté et qui donc du coup pose des contraintes du côté du col et de la matière, parce que quand les matières frottent sur la cicatrice, c'est extrêmement désagréable.
Mais il n'y a pas que ça. Elles doivent tenir compte aussi du fait que bien souvent, elles ont eu ce qu'on appelle un curage axillaire, c'est-à-dire le retrait de ganglions sous l'aisselle qui provoque des gènes cicatrices sous le bras. Donc là, encore une fois, si les emmanchures sont un peu étroites, ça crée là aussi des frottements qui sont extrêmement désagréables, voire douloureux. Et souvent, ce curage axillaire crée un gonflement du bras. Donc, il y a une dissymétrie mammaire, mais aussi une dissymétrie du côté des bras. Donc, il faut trouver le vêtement qui va pouvoir accueillir ce bras gonflé, qui gonfle en plus entre le début de la journée et la fin de la journée. C'est compliqué. Parfois, pour se déshabiller en fin de journée, quand il est bien gonflé, c'est bien compliqué. Il faut surtout que le bas de manche ne soit pas resserré. Il faut que la matière soit assez souple, effectivement. Le gonflement de ce bras amène aussi une limitation fonctionnelle, enfin une limitation de l'amplitude du bras. Donc là, l'enfilage devient aussi extrêmement compliqué quand on ne peut pas beaucoup lever le bras. Mais alors, si je prends cet exemple, parce qu'il y a encore plein de choses, les effets secondaires des traitements, sur les fragilités de la peau, avec la radiothérapie, par exemple, la morphologie qui se transforme avec l'hormonothérapie, où on prend du poids, on gonfle, etc. Mais en tout cas, si je pointe ce sujet-là, par exemple, c'est parce que le sujet du gros bras, finalement, c'est quelque chose on va pas dire universel, mais combien de femmes ont des bras un peu, un peu plus volumineux qui n'entrent pas dans la plupart des vêtements qui sont proposés dans le prêt-à-porter. Donc en fait, travailler sur le cancer du sein, ça amène à penser les matières qui vont s'adapter aux bouffées de chaleur, ça amène à penser le bras qui a pris du volume, ça amène à penser des coupes qui vont pouvoir cacher peut-être une dissymétrie du côté des seins, ça amène à penser la douleur et le rapport donc à l'habillement, ça amène à penser l'amplitude articulaire réduite. Enfin, en fait, en travaillant sur une thématique, on fait du vêtement meilleur, mieux, plus confortable, plus facile à enfiler pour beaucoup de monde. Parce que il y a beaucoup de monde derrière tout ça. Les chiffres de l'INSEE de 2020 disent qu'il y a en France 38,2% de personnes qui ont une maladie chronique ou durable, c'est-à-dire 4 Français sur 10. Et nous, on sait par expérience que pour la plupart de ces maladies, de ces pathologies ou handicaps, il y a une problématique d'habillage plus ou moins importante. Ça peut être un trouble de sensibilité au bout des doigts qui va être gênant pour le boutonnage, mais ça peut être aussi, il y a 11 millions de personnes en France qui ont de l'arthrose. Enfiler un pantalon quand on a la gonarthrose, c'est l'arthrose au genou, c'est pas évident. Il faut faire attention à la matière qu'on va choisir, faire attention à la coupe, à plusieurs critères comme ça. Donc en fait, je m'envole, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en travaillant sur quelques pathologies ciblées comme ça, on finit par répondre à tous et par créer du vêtement finalement plus universel. Bien sûr. Et donc, ces vêtements-là existent dans les marques de prêt-à-porter traditionnelles, mais il faut les repérer. Et ça, c'est pas simple. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement déjà des vêtements qui peuvent convenir tout à fait à certains profils. Là, actuellement, on travaille avec ProMode. Je suis assez épatée de voir, pour le cancer du sein, le nombre de vêtements qu'ils ont et qui peuvent tout à fait bien convenir aux femmes concernées. Seulement, effectivement, ce qu'il faut, c'est conscientiser les marques. C'est pour ça qu'on fait du lobbying, en leur disant, attention, il n'y a pas besoin complètement de bouleverser vos pratiques. Il n'y a surtout pas besoin de créer du vêtement spécifique. Créer une ligne de vêtements spéciale cancer du sein, non quoi, on veut surtout pas ça. Il y a déjà des vêtements qui vont bien, mais ce qui serait bien, c'est d'abord que vous le sachiez et que du coup, vous puissiez encore même les améliorer, parce que parfois, il y a des toutes petites choses qui gênent, la petite broderie qui est pas au bon endroit, etc. Ça, ce sont des choses à la marge qui ne vont pas affecter le style du vêtement, mais qui vont permettre de le rendre plus, de l'ouvrir au plus grand nombre, finalement. Okay. Et il faudrait aussi former les vendeuses. Il faudrait que les vendeuses soient en capacité d'identifier ces vêtements, les vêtements qui peuvent convenir. Pour ça veut dire qu'il faut connaître les gens, simplement, qu'il faut connaître quelles sont leurs problématiques de santé. Comme je disais, 4 Français sur 10, ça fait beaucoup de monde. Si on pouvait un petit peu savoir quels sont les impacts de différentes pathologies sur l'habillage, si les vendeuses savaient ça, et si les stylistes le savaient, on aurait des produits mieux adaptés et des vendeuses en capacité de bien orienter le client vers les vêtements qui peuvent le concerner. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur les sites internet,
peut-être est-ce qu'on pourrait aussi enrichir la description des vêtements. C'est difficile pour ces personnes qui ont une problématique de santé d'acheter un vêtement sans le voir et sans le toucher. Donc il y a toujours des surprises. Dernièrement, justement, une femme qui a eu un cancer du sein a commandé une robe sur un site et elle ne savait pas que sur cette robe, il y avait une fermeture éclair qui remontait jusque sous le bras. Pour elle, c'était juste pas possible. Et ça, c'était pas précisé dans la description du vêtement. Donc en gros, plus de photos, les photos de les bras levés pour qu'on voit bien l'emmanchure, si c'est une emmanchure plutôt descendue ou pas, des mesures comme ça, des précisions peut-être sur les matières aussi, ça peut être important. Il faudrait aussi éduquer les gens là, tout simplement aussi à bien connaître les matières. Parce que ça, c'est un vaste sujet. Ah oui, parce que franchement, toutes les personnes auprès desquelles on mène nos études me disent qu'elles s'habillent en coton. Et en fait, parfois, elles ont même pas une pièce en coton sur elles, mais elles ne le savent pas, en fait. Au toucher, pour elles, c'est doux, ça a l'air assez absorbant, assez aéré, paf, c'est du coton. Mais non, là, il y aurait besoin vraiment aussi d'éduquer les gens sur les matières, effectivement. Et donc, sur votre site, Bien Apporté, vous répertoriez un certain nombre de vêtements. Donc, je suis allée regarder un petit peu. Il y a beaucoup de marques grand public. Il y en a très peu qui ont des valeurs, on va dire, très éco-responsables, en plus de leurs valeurs autour du handicap ou de la maladie. Comment on explique ça ? Oui. Alors, ce site bienapporté.com, en fait, on n'a vraiment pas eu de chance. On l'a sorti juste avant le premier confinement. Et en fait, ce site a vocation à être un réseau social. Nous, on a mis des petites choses dedans, mais c'est plutôt un réseau sur lequel toutes les personnes concernées par une maladie ou un handicap peuvent échanger leurs trouvailles shopping entre personnes directement concernées. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a... Je pense que les marques ont un énorme travail à faire de remise en question. Elles ont déjà commencé, pour certaines, à le faire plus ou moins sérieusement. Mais et nous, justement, le but, c'est pas de les juger par rapport à ça au départ. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles fassent du vêtement ergonomique et confortable. C'est ça notre cause. Et on pense que en prenant ce chemin-là, on remet de l'humain au cœur de l'industrie de la mode, et que ça va porter le reste aussi, parce que bien sûr, ce qui va mieux comme vêtement le mieux au plus grand nombre, c'est du vêtement qui est aussi respectueux des sensibilités cutanées, donc respectueux aussi avec des matières compatibles, souvent respectueuses aussi du coup de la nature. Et enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en portant des valeurs humanistes comme celles que l'on porte, où on remet vraiment l'humain au cœur des choses, on remet aussi la nature au cœur des choses. Ouais, donc je sûr. pense que en fait c'est une sorte de cheval de Troie, voilà, pour aller beaucoup plus loin encore notre sujet. Bien sûr, parce que c'est vrai que ce qui peut être embêtant, c'est de se dire bon, ok, une marque s'attaque à ce sujet, mais fait fabriquer ce vêtement-là par des personnes sous-payées à l'autre bout de la planète. Bon, bah du coup, tout ça n'est pas très cohérent. Et bon, après tout le monde, les marques ne peuvent pas mener tous les combats, évidemment. Enfin, et puis c'est pas un jugement, et vous non plus. Oui. Mais si tout ça pouvait cohabiter, ce serait encore mieux. Oui, tout à fait. Je pense que justement on leur donne en mode d'emploi pour y aller, quoi. Ouais. Voilà, donc y aller déjà en remettant l'humain dans toutes ses réalités au cœur des vêtements qu'ils vont créer, voilà. Et puis voilà, en humanisant les choses aussi, les amener au respect de valeurs. De toute façon, ceux qui viennent à nous sont ceux qui ont envie de porter justement des valeurs de respect de la nature et des personnes. Bien sûr. Ouais. Et puis peut-être réfléchir un peu plus aux vêtements créés aussi, finalement, de le conscientiser, de s'interroger sur sa fonctionnalité, sur comment il est fait, pas simplement faire des vêtements pour faire des vêtements et les vendre et en fabriquer 15 millions, quoi. Ah tout à fait. Ouais. Et du vêtement c'est prendre le temps. Tout à fait. Du vêtement qui sera plus mieux adapté à tous les corps, c'est aussi un vêtement que l'on va aussi faire vivre beaucoup plus longtemps, ou que plein d'autres personnes pourront porter. Enfin, alors, qui se démode pas, qui reste dans le temps. C'est clair. Tout à fait. Voilà. Ouais. Je voulais aussi qu'on parle de l'initiative de la marque Tommy Hilfiger qui s'appelle Tommy Adaptive, et donc est une ligne spécialement conçue pour les personnes en situation de handicap. Toi, en t'écoutant parler, j'ai l'impression que c'est pas tellement ce que vous voulez mettre en avant avec l'association et avec Bien Apporté. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche alors ? Je pense que c'est bien. De toute façon, des personnes en ont besoin. C'est sûr que
dans le prêt-à-porter, on ne pourra pas habiller tout le monde. Il y a des personnes qui ont des problématiques de santé qui sont tellement complexes, du polyhandicap, que de toute façon, on est un peu obligé de créer des vêtements qui vont optimiser leur autonomie en trouvant des astuces. Ils ne deviendront jamais des vêtements grand public. Mais voilà, je trouve que c'est important que ça existe, mais c'est souvent fait dans l'esprit. On voit, c'est aussi le cas de Kiabi. Il y a Kiabi aussi qui fait des vêtements aussi un peu de ce style en France. Voilà, c'est penser qu'en faisant des vêtements avec un petit peu des scratchs partout, de la cape qui va être plus facile à enfiler, etc., que ça va répondre finalement à toutes les personnes ayant des problématiques de santé. Non. D'ailleurs, la plupart des personnes directement concernées n'ont pas envie de porter ce type de vêtements-là. Ils ont envie de s'habiller comme les autres. Voilà. Nous, on sait par exemple chez Kiabi que ils ont créé une ligne qui s'appelle les loups bleus pour enfants. On sait que ça ne marche pas tant que ça. Et pourquoi ? Simplement parce que les parents d'enfants en situation de handicap ont envie que leur enfant porte le même t-shirt de Spider-Man que le copain d'école. Et même s'il y a un petit scratch à la place du bouton, ils ne veulent pas voir cette différence-là. Voilà, parce que le vêtement, dans ce cas-là, ils le considèrent comme stigmatisant. Voilà, donc je pense que c'est bien. Certaines personnes en ont besoin. Mais c'est pas ça doit rester... Ça doit rester marginal. Ce qu'il faut surtout, c'est que la mode grand public craque un peu ses coutures, repense un peu ses façons de construire le vêtement, arrête de construire ses vêtements à plat comme elle le fait. Voilà, repense un peu son process, aille au-devant des gens pour mieux les connaître, et puis voilà, fasse des vêtements qui vont aller au plus grand nombre et qui tiennent compte de toutes ces problématiques de santé. Surtout que tout à l'heure, vous me posiez la question de quelles sont les problématiques que l'on peut repérer. Mais en fait, alors il y en a beaucoup, ça c'est clair, mais je pense que quand on en a intégré une cinquantaine ou une soixantaine, mais on répond à 95%, voire plus de la population. Donc notre objectif, nous, c'est ça, c'est que sans créer de vêtements spécifiques avec des scratchs partout, voilà, que la mode soit en capacité de répondre à 98% des demandes. Et qu'est-ce que les marques vous répondent à cet argument ? Étant dénues, alors au début, ils ne croient pas. Peut-être parce qu'on est une association, je sais pas, ou parce qu'on parle d'un sujet qui dérange, ou voilà. Alors, ils nous écoutent pas aussi parce que c'est vrai que ce qu'on apporte, nous, c'est un peu un choc des valeurs aussi. Les valeurs de la mode, c'est la légèreté, c'est l'hédonisme, c'est la santé, c'est la jeunesse éternelle, c'est un air du temps toujours plus rapide, la vitesse, là. Et nous, avec la santé, le handicap, c'est tout le contraire, quoi. C'est voilà, c'est le corps qu'on ne peut pas cacher, c'est voilà, avec ses défauts que l'on ne peut pas cacher, c'est parfois peut-être pas le contraire de la performance, mais en tout cas, c'est pas perçu comme un corps performant. Alors l'air du temps, quand vous êtes bloqué par des problématiques de santé, vous pouvez aller moins vite, etc. Enfin bref, je crois que c'est carrément le positif et le négatif d'une même photo. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, alors ce qu'elles nous répondent, c'est que quand elles voient que les chiffres qu'on leur sort, c'est l'INSEE, elles sont un peu bluffées, ça les intrigue. Après, il y a un temps de réaction. Ce qui les bloque déjà, c'est qu'au début, elles ne savent pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. C'est vrai que 80% des handicaps sont invisibles. Et puis, si on compte toutes les problématiques de santé, c'est pareil, énormément ne se voient pas, quoi. Donc, et ensuite, je crois que la deuxième difficulté, c'est que ça risque d'être vachement complexe. Il y a tellement de problématiques de santé différentes qu'elles se disent, si on répond à on répond à une partie microscopique de la demande. Ouais, on va pas s'en sortir, quoi. C'est ça. Ouais. Mais nous, c'est ça justement qu'on leur dit, c'est que non, cette partie microscopique que vous allez viser, en fait, elle va faire écho à des millions de personnes. Quand on pense un boutonnage facile sur une chemise qui devient manipulable par l'homme qui a la maladie de Parkinson, eh bien, finalement, on répond aussi aux besoins d'une personne qui a une sclérose en plaques, on répond aussi aux besoins de la personne qui a un syndrome d'Ehlers dans l'os, on répond aussi aux besoins, mais derrière, c'est des millions de personnes. Donc, travailler sur une pathologie ciblée, c'est finalement atteindre 10, 15, 30 fois plus que la cible en question. Oui, bien sûr. Donc là, on a beaucoup parlé des vêtements, mais la mode, c'est tout un écosystème.
Et on l'a dit, il y a énormément de personnes concernées par les situations de handicap ou de maladie. Et pourtant, on en voit très peu dans les magazines, dans les défilés. Pourquoi, selon toi, on en est encore là en 2021 ? Je pense que c'est dû toujours au choc des valeurs dont je parlais tout à l'heure. Alors après, le travers dans lequel on peut tomber, moi j'avoue que dès qu'il y a un mannequin en situation de handicap sur un podium, tout le monde m'envoie la photo, regarde, ça bouge, etc. Et pour moi, on reste dans une sorte de comment dire ? Moi, je suis pour la banalisation du handicap. Ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, dans n'importe quel défilé, il puisse y avoir aussi des personnes en situation de handicap, aussi des personnes malades. Ça se voit pas toujours, d'ailleurs. Il y en a peut-être qui défilent et ça ne se voit pas. Mais que ce soit tellement banalisé que ce soit pas un phénomène, quoi. On est toujours, finalement, dans, quelque part, le système du super-héros, quoi. Voilà, un super-héros en situation de handicap, qui arrive à se surpasser, à faire ce que d'autres ne font pas. Et c'est une façon toujours de mettre le handicap, la prise en compte de la maladie, de la mettre à distance. Regardez, il y a l'exception. Voilà, pour moi, on est loin de la banalisation, puisque chaque fois que ça arrive, effectivement, ça reste un épiphénomène. Voilà. Oui, ce qu'il faudrait, c'est que ça se passe et qu'on en parle pas. Communication sur une fois, quoi. Et est-ce que ça peut pas permettre aussi de devenir un peu des modèles pour les personnes qui peuvent se reconnaître ou se dire ah tiens c'est possible. Je pense notamment à parce que c'est vrai que aux États-Unis j'ai l'impression que ça bouge un peu plus. Il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui ont fait des unes de magazines. En septembre 2018 par exemple, il y a Chelsea Werner qui est atteinte de trisomie 21, Gillian Mercado et Mama Cax amputée de la jambe qui faisait de la couverture du magazine américain Teen Vogue. Je pense aussi à la mannequin anglaise Ellie Goldstein qui est atteinte de trisomie 21 et qui a été un peu le visage de Gucci pendant quelques temps. Est-ce que ça peut pas devenir un peu des modèles pour dire moi aussi je pourrais très bien faire de la mode ou rentrer dans cette industrie qui semble pas très inclusive, quoi. Ah mais complètement et sans doute qu'on est obligé de passer par là, c'est-à-dire faire des unes, mais il faut pas que ça s'arrête là. Pour l'instant, ça reste un peu des coups de com'. Regardez, tel magazine a osé, il l'a fait, waouh, bravo. Et en plus, c'est à l'étranger, ça n'est pas en France. Là, je sais même pas où on en est en France sur ça, mais nulle part. En fait, moi, ce que j'adorais en France, c'est qu'un magazine comme Elle et des rubriques aussi qui parlent du vêtement plus ergonomique que les autres, parlent des problématiques aussi d'habillage. Enfin, faut y aller, quoi. Oui, parfois il y a des femmes qui ont du mal à boutonner un vêtement du fait de telle pathologie, et du coup on peut en parler, puis essayer de repérer les vêtements qui vont bien. Pas seulement en parler pour Octobre Rose, par exemple. Oui, non mais Octobre Rose, oui, complètement. Octobre Rose, on voit à chaque fois pour Octobre Rose sortir le soutien-gorge, la marque qui sort le soutien-gorge, qui en général est très mal adapté. Nous, ça reste vraiment du coup de com', effectivement. Alors que, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de femmes qui ont le bras gonflé suite à l'opération du sein, les cicatrices, des douleurs, voilà. Et ça, par contre, les marques, elles n'en tiennent pas compte. Elles se cachent derrière le symbole. Elles font de la communication autour du symbole et ça s'arrête là, quoi. Ouais. Mais bon. Oui, il y a encore du boulot. Oui, il y a beaucoup de travail. Pour éviter que ça soit que des coups de communication et que ça fasse vraiment partie intégrante de la vie de tous les jours, quoi. C'est ça, mon objectif, c'est vraiment que ce soit banalisé, complètement banalisé, et qu'on ne serve plus à rien, même nous, qu'on soit une association éphémère, qu'au bout d'un moment, tout le monde ait bien compris de quoi on parle, s'en soit emparé, et puis que les marques produisent des vêtements pour tous de façon naturelle, et qu'il soit normal de voir dans n'importe quel catalogue ou n'importe quel catwalk des personnes de toutes les morphologies et avec ou sans la santé, Ouais, bien sûr. Et on pourrait se demander aussi on pourrait se dire que la mode, elle pourrait pourtant aider à lever le tabou autour du handicap, parce que c'est une industrie qui justement doit un peu être là pour parler de son époque, pour mieux raconter l'époque, et donc en fait, elle pourrait très bien être un peu précurseuse et
et se dire on va faire en sorte de lever le tabou autour du handicap ou de la maladie, quoi. Complètement, elles devraient logiquement, mais et je leur dis d'ailleurs quand je rencontre des marques de prêt-à-porter qui veulent en savoir un petit peu plus sur ce que l'on fait et qui disent faut qu'on réfléchisse et tout, je leur dis mais qui est-ce qui fait les tendances? C'est vous normalement. Donc là vous êtes à la traîne, qu'est-ce que vous attendez? Et finalement quand on observe le modèle de société que porte la mode, il est effrayant. Voilà, vous devez faire en tant que femme, vous devez faire un 36 ou voire 34, 42 max, et puis sinon, sortez de là, quoi. Il y a rien. Vous devez être jeune, vous devez, voilà, en bonne santé. Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, elle porte encore ce modèle de société-là. Voilà, il faudrait qu'elle en change. Et effectivement, elle a une responsabilité sociale à porter. Et ce que je trouve quand même hallucinant, mais je suis peut-être très naïve, c'est que la mode s'occupe du corps. Et c'est comme si elle avait peur de ce corps. Elle continue à le nier. Ça fait bien longtemps qu'il devrait exister des relations entre le corps médical et le corps professionnel médical, je veux dire, et celui de l'habillement. Il est important d'habiller les corps tels qu'ils sont véritablement et pas uniquement dans leur performance, comme le fait le vêtement de sport, mais aussi dans toutes ses limitations. Et elles sont nombreuses. Ouais, c'est sûr. Et tu es quand même optimiste sur ce que toi tu vois entre le moment où tu as créé Cover Dressing aujourd'hui, avec Bien à porter, il y a quand même, on va dans le bon sens? Oui, alors on va dans le bon sens. Nous, on a encore un énorme travail à faire du côté de notre asso, ça c'est clair, mais on a compris plein de choses. On a compris déjà alors, en gros, on revient aux fondamentaux. Un vêtement, ça s'enfile, ça se manipule, le boutonnage, mettre la capuche, etc. Ça se porte et ça se supporte. Complètement. En face de ces 4 dimensions-là du vêtement, il y a des dimensions du corps qui sont d'ordre fonctionnel, qui sont d'ordre cognitif, qui sont d'ordre sensoriel, et puis aussi d'autres choses après, comme je disais, les cicatrices, etc. Donc, je ne sais pas trop dans quelle catégorie on peut les mettre. Mais finalement, on a trouvé maintenant la voie pour appréhender le sujet. Donc maintenant, on a juste à bien pousser ça. Je crois que maintenant qu'on a réussi à bien bien présenter comment est-ce qu'on peut attaquer cette montagne-là, je pense qu'on va pouvoir emmener des personnes avec nous et donc oui, je suis optimiste. Oui. Puis je sens qu'il y a une envie aussi qui commence à poindre du côté des marques parce qu'elles doivent repenser leur modèle économique. Donc tant qu'à faire, y mettre aussi des valeurs. De toute façon, ça devient une nécessité maintenant, une exigence. Donc, il y a des marques qui sont sincères, effectivement. D'ailleurs, on travaille principalement avec 2 marques. Là, je ne sais pas si on peut les citer, mais oui, bien sûr. J'ai déjà parlé. Si elles font les choses bien, autant les citer. Ah oui, tout à fait. J'ai déjà parlé de ProMode et on fait un travail vraiment chouette. C'est génial de pouvoir partager avec les stylistes qui prennent justement ce qu'on leur apporte comme des défis. Pour eux, ce sont des défis créatifs qu'on leur apporte et c'est super excitant. Elles ont envie d'y aller. Puis ça donne du sens aussi à ce qu'elles font parce que du coup, elles ne créent pas juste des produits pour qu'ils soient jolis. Ce sont vraiment des produits qui vont aller à certaines personnes qui peuvent avoir du mal à trouver des produits qui leur correspondent. Donc ça ajoute du sens à ce qu'elles font. Donc là, vraiment, ce qu'on fait avec cette marque est vraiment une marque géniale sur tous ces points-là. C'est top. Et puis surtout, j'en profite pour dire un grand merci, c'est à la marque Darjeeling Lingerie. Sandrine Bettencourt, qui est la directrice de cette marque, est vraiment une femme géniale, qui est venue vers nous il y a 3 ou 4 ans maintenant, et qui nous a aidés. Sans elle, on n'existerait pas. Elle nous a aidés en justement nous faisant travailler sur des sujets. On peut dire quelque part, il y a du donnant-donnant, puisque nous, on lui apporte des retours d'expérience sur des essayages de soutien-gorge avec certaines pathologies, etc. Donc, c'est intéressant aussi pour ces stylistes qui trouvent ça aussi très excitant. Mais ça va bien au-delà de ça. Il y a vraiment une vraie adhésion à nos valeurs. Et puis, pour elle, ce que l'on développe devrait être une évidence aussi. Donc, elle nous aide, mais par mille et un moyens. Ok, tant mieux. Donc 2 marques, ça veut dire qu'il y a encore de la marge de progression. Il y a du travail et c'est très long. Ouais. En fait, s'il n'y avait que les stylistes, on pourrait se développer mais à une vitesse incroyable parce que les stylistes sont toujours très enthousiastes pour travailler avec nous. On l'a vu avec Kiabi, par exemple. Les stylistes étaient très enthousiastes. Après, ce sont les directions
des marques qui peuvent bloquer. Et quand elles c'est pensent... souvent le cas sur beaucoup de sujets. Le cœur n'y est pas, le but c'est de faire juste du chiffre. Il y a d'ailleurs des marques qui m'ont déjà demandé, mais c'est quoi le ROI si on travaille avec vous ? Alors moi je trouve ça hallucinant, on est une asso, on porte des valeurs, on me demande c'est quoi le ROI. Voilà, donc oui effectivement il y a des marques dont la mentalité est tellement encore dans le siècle dernier, voilà, qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire avec eux. Mais en même temps toutes les marques sont assez suiveuses, c'est ça qui est assez drôle parce qu'on dit qu'elles font les tendances, elles sont pas très nombreuses à faire les tendances, elles sont assez suiveuses en général. Donc à partir du moment où des marques comme Promode, Darjeeling Lingerie viennent à nous, il y a un temps de décision long, mais ça va venir. Ça, je suis certaine qu'on va réussir à bien se développer. Puis avec des Canadiens aussi qui emboîtent le pas, voilà. Ouais. Oui, on va... Et ça me fait penser peut-être aussi à un autre point. Est-ce que ça se développerait pas plus vite si en interne des entreprises, il y avait plus de personnes embauchées qui étaient en situation de handicap ou avec une maladie? Alors ça, justement, c'est un peu la difficulté. Et alors la difficulté, c'est que c'est pas parce que je vois par exemple, je vais citer Kiabi encore. Kiabi, ils organisent des petits groupes de parole de mamans dont les enfants sont en situation de handicap, de façon à pouvoir déterminer quelles sont les problématiques. Mais d'abord, c'est pas parce qu'un petit groupe de mamans le dit, et puis en général, ils choisissent effectivement plutôt des mamans d'enfants ayant des problématiques assez complexes. Donc c'est pas ça qui permet de créer le vêtement qui va aller au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on fait des vêtements qui finalement ne répondent qu'à une toute petite niche. Et puis du vêtement finalement, assez stigmatisant. C'est pareil, c'est pas en travaillant non plus avec le corps médical que l'on va réussir à avancer. C'est pas parce qu'on va avoir vu 3 ergots que, en général, ça donne du vêtement qui a du scratch partout, parce que c'est plus facile. Si on tourne la personne comme ça, qui a un scratch là, parce qu'on va pouvoir le plus facilement. Enfin, bref, on arrive à du vêtement compliqué qui ressemble plus à un vêtement à la fin. Non, je crois que vraiment, il faut construire effectivement avec les personnes directement concernées, mais avec le plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous on a choisi non seulement de travailler, on travaille en relation, en fait, on est vraiment une interface qui travaille en relation avec le corps médical sur chaque pathologie, avec les associations de patients, avec des patients auprès desquels on mène des enquêtes et on considère qu'une enquête dit quelque chose à partir du moment où on a au moins 200 réponses, voilà, et avec les marques de prêt-à-porter. Et ça nous permet de construire quand même finalement un retour d'expérience assez objectif. Voilà, je pense que la réponse, elle est là. Elle n'est pas en travaillant avec une personne concernée, parce que c'est l'erreur qu'on a fait au début, justement, c'est de voir que répondre à la catégorie « je m'habille d'une main », en faisant des essayages avec 4-5 personnes hémiplégiques, on pensait qu'on aurait la réponse, mais non, parce qu'elles ont des problématiques qui sont différentes. Donc le but, c'est de travailler sur un grand nombre pour voir quels sont les points saillants qui ressortent et sur lesquels on peut travailler. D'accord, ok, non, c'est intéressant. On arrive aux questions de fin qui sont un peu plus personnelles. Est-ce que tu te considères comme une personne engagée et pourquoi ? Oui, clairement, je crois que je l'ai toujours été et que c'est dans mon ADN parce que j'ai une certaine vision du monde qui fait que des fois je me sens complètement décalée, mais j'ai assez la niaque quand même pour essayer de la porter. Donc oui, tout à fait. En fait, ce qui me porte, c'est que je ne supporte pas, et ça, je crois que c'était dans mon éducation, que des personnes soient a priori disqualifiées socialement. Comme ça, un a priori parce que c'est une personne en situation de handicap, parce que c'est une femme, parce que c'est une personne qui aurait des origines, ou pour je ne sais quelle raison, ou parce que c'est une personne grosse, ou parce que je supporte pas cette disqualification comme ça a priori. Donc c'est ça qui me motive en fait. Et je le disais tout à l'heure, pour moi, l'industrie de la mode, c'est vraiment le symbole d'une société totalitaire, en fait. Les valeurs qu'elle porte, pour l'instant, sont encore celles d'une société totalitaire. Donc, effectivement, je suis engagée. Je m'investis énormément dans ce projet que l'on développe. Pour moi, c'est avant tout un projet politique que l'on porte, même s'il a des côtés très pratico-pratiques. C'est une belle définition. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi ?
Alors, ce à quoi je pense, l'image qui me vient tout de suite en tête, c'est alors je me souviens de moi-même ou d'autres femmes qui parlent dans une réunion et qui ne sont pas écoutées et qui, quand après il y a un monsieur de 65 ans qui était cadre de l'entreprise qui reprend exactement ce que cette femme vient de dire et à lui, voilà, on va rebondir dessus et ça va donner sujet à discussion. C'est le genre de choses qui me met en colère et c'est le genre de choses qui peut me faire passer un peu pour une hystérique puisque dans ces cas-là, je reviens dessus en disant remettons les choses à plat. Ça a été dit par un tel que vous n'avez pas laissé parler et que c'est bien. Et ça, c'est la sororité. Et j'adorerais que tout le monde le fasse, mais bon, ça vient de plus en plus, effectivement. Voilà, donc pour moi, la sororité, c'est comme ça qu'elle se témoigne. C'est en ne laissant pas pas passer le sexisme. Voilà, exactement. Ouais. Et le sexisme, qui est un super mot. Il fallait l'inventer pour qu'on mette le point sur le problème. Oui. Le deuxième mot, c'est un mot peut-être un peu une notion qui est en train de se développer, mais qui est un peu moins connue aujourd'hui. C'est le mot écoféminisme. Oui, tout à fait. Alors j'en ai entendu vaguement parler. J'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Ce serait une façon de rattacher justement le sexisme au modèle capitaliste. C'est ça. Exactement. C'est plutôt bien résumé. C'est de dire qu'en fait les systèmes de domination sur les femmes et sur la nature répondent un peu aux mêmes critères, sont faits par les mêmes personnes de la même façon, quoi. Oui. Alors là, j'avoue qu'il faudrait que j'y réfléchisse plus parce que je saurais pas dire. Je pense qu'effectivement le modèle capitaliste, qui est un système. Je sais pas si on a fait mieux en même temps, parce que quand on regarde d'autres systèmes, ils sont pas vraiment mieux. Il faudrait vraiment inventer quelque chose d'autre. Mais en tout cas, un système qui appauvrit terriblement des personnes. Quand je vois des travailleurs pauvres, ça m'horripile. Juste pour en enrichir extrêmement certains. Enfin, bref, c'est un mode. Et tout ça en faisant payer très cher la planète, les hommes. Voilà, c'est quelque chose auquel j'adhère pas. Après, rattacher le féminisme à ça, je sais pas. Je le rattache effectivement à un système patriarcal duquel on vient, et je sais pas s'il existe un lien entre les deux. Moi, ma vision de la société, c'est pas à travers ce prisme-là que je la pose. C'est, je pense qu'en fait, l'être humain, en France en tout cas notamment, est plutôt assez lâche, et il a du mépris pour l'humain en général. Tout ce qui est humain, c'est sale. En gros. D'ailleurs, on le voit à travers ce dont on parlait, à travers le vêtement. Penser le vêtement fashion, beau, avec du style et tout, c'est cool. Par contre, penser le vêtement qui va être confortable et facile à enfiler pour la personne. Ah là, c'est autre chose, quoi. Là, c'est un vrai combat. Donc, dès qu'on touche l'homme au cœur, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu méprisable derrière. On doit être au-dessus de ça. On n'est pas des êtres de nature, on ne serait que des êtres de culture, quoi, en gros. Et voilà, je pense que du coup, on a tendance à se cacher toujours derrière des systèmes, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient économiques. On se cache derrière des systèmes pour toujours mettre l'humain, notre humanitude, en gros, à distance. Et je pense que c'est contre ça qu'il faut lutter. Regardons-nous tel qu'on est. On a cette dimension nature et culture, mais voilà, n'oublions pas la nature. Recréons de l'empathie derrière chaque personne que l'on regarde un peu, parfois comme un étranger. Je trouve que voilà, on manque vraiment d'empathie dans notre société. Il y a bien souvent des émotions, une histoire, des choses intéressantes, un parcours de vie. Voilà, sachons regarder tout ça. Enfin, voilà, chez l'autre. Si on avait ça à cœur, je pense que la société se porterait beaucoup mieux. Je suis bien d'accord. Mais je pense que je suis optimiste aussi sur ce point-là. Je pense qu'on peut y arriver. C'est des longs combats. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, on en a besoin. L'homme a besoin de guérir, là. Je sais pas de quoi, parce que les maladies sont multiples en ce moment. Voilà, entre le mépris pour l'autre, comme on le disait, les rapports de force, abîmer la planète. Enfin bref, quoi. Il y a beaucoup de maladies qui mériteraient d'être traitées. C'est en remettant notre humanitude au cœur des choses et de l'empathie les uns pour les autres, je pense qu'on arrivera à nous soigner tous. Je suis bien d'accord. J'ai l'impression de porter une parole de non, mais c'est bien, c'est intéressant. Et au moins, c'est optimiste aussi. C'est important de garder ça en tête, de dire que c'est possible. Oui.
Et alors la question rituelle de fin que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Oui. Alors, mes modèles, ça va être des nanas comme Valérie Lemercier, comme Alison Wheeler, comme Blanche Gardin, qui sont des nanas que j'adore, qui me font super rire. Et surtout, alors j'adore parce qu'elles y vont à fond, parce qu'elles sont super créatives, parce qu'elles ont une intelligence fulgurante, un humour qui décape. Et qu'elles osent, et que, voilà, moi j'ai quand même 56 ans. Je me souviens m'être posé la question avec des amis quand j'avais une vingtaine d'années de est-ce qu'une femme peut faire rire ? On avait l'impression que non, une femme ne peut pas faire rire, ce sera jamais drôle puisque c'est une femme. Et là, on a des nanas qui dépotent, sont beaucoup plus drôles que bien les comiques qu'on a pu entendre jusque maintenant. Et elles osent casser les schémas, elles y vont, quoi, elles y vont. Et tout en y allant à fond, et je trouve que qu'elles arrivent à transcender tout ça et elles sont d'une grâce incroyable, quoi. Donc oui, elles m'épatent, sont des modèles, j'adorerais être comme eux, mais comme elles plutôt. Ce sont des super modèles en tout cas. Ouais. Oui, mais voilà, jamais je ne leur ressemblerai, j'ai pas leur talent, mais en tout cas, elles me font un bien fou, elles me font respirer très fort et ça fait beaucoup de bien. Tant mieux. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci aussi, merci Chloé. Merci à Muriel d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.